Et rebonjour à tous, nous revoilà en live, vous êtes toujours plus de 1500 sur le chat. On est très content de vous avoir et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Il va désormais être question des nouveaux usages et du rapport de ces nouveaux usages avec les nouvelles générations qui arrivent. Et pour répondre, pour discuter de ce sujet, une table de qualité avec des invités que vous avez peut-être déjà vus ce matin, mais aussi un petit nouveau, qui n'est pas si nouveau que ça sur ce genre d'exercice. Pas vraiment. Mais on va vous laisser vous présenter, évidemment. Honneur au nouveau. Ça marche. Bonjour à tous, je m'appelle Renaud Elgozi, je suis directeur product chez Mythic, donc en charge à la fois de la partie expérience. Mythic, c'est une plateforme de rencontres, et aussi de la partie génération de revenus. Je suis super content d'être ici. Et nous de même de t'avoir. Maïssa. Moi, c'est Maïssa, je suis directrice produit chez Le Bon Coin, la première marketplace de seconde main en France, où vous pouvez trouver votre appartement, votre emploi ou tout ce que vous avez besoin d'acheter chez nous. Et enfin, Anso, bonjour à toutes et à tous, je suis VP Product chez France Télévisions, donc grand groupe de l'audiovisuel public. J'avais demandé de présenter France Télévisions parce que depuis ce matin, tu as esquivé le côté. Il fallait que à un moment donné, je le dise. Voilà, il faut le dire. Au cas où, on ne sait jamais, on est dans une émission de vulgarisation aussi, il faut le faire. Donc aujourd'hui, le sujet, c'était nouveaux usages et nouvelles générations. Et un des mots qu'on voit passer tout le temps dans les médias en ce moment, c'est ce fameux mot de génération Z qui, bon, dans nos entretiens préparatoires, nous a un peu tous hérissé les poils, faut le dire. Voilà, qu'est-ce qu'on lit ? On lit plein de choses sur cette génération, c'est souvent pas très positif. Si on enlève ce mot de génération Z, on voit malgré tout des nouvelles générations, des gens plus jeunes arriver dans les usages de nos produits, dans les entreprises. Si je devais vous demander, vous, votre perception, quelles sont les grandes caractéristiques de cette nouvelle génération ? Mettons ceux qui sont nés après 95. Est-ce que vous voyez des grandes caractéristiques ? Ouais, moi, pour préparer la table ronde, je lisais juste avant, bien sûr 5 minutes avant, Wikipédia qui disait que la génération Z, c'était une génération née dans la fin des années 90, 97, jusqu'à 2010, donc en gros la génération 2000, et qui a été définie par l'utilisation des réseaux sociaux et des médias de type Internet, donc avec une prédominance de ces médias-là dans les moyens de communication. Et comme tu le disais, je pense que collectivement, on n'est pas très à l'aise de se dire il y a une espèce de génération uniforme avec les mêmes désirs, les mêmes comportements et qu'on peut mettre dans une grande boîte. Par contre, ce qu'on peut remarquer, ou en tout cas ce que nous on remarque chez Mythic, c'est qu'il y a effectivement une population plus jeune, que moi en tout cas, qui n'a pas tout à fait que nous on peut dire, qui n'a pas tout à fait les mêmes usages. Un des éléments par exemple intéressants, c'est la notion d'engagement. On ressent en tout cas des populations qui ont moins le désir de s'engager, moins peut-être la possibilité, mais surtout l'envie de partir sur des engagements longs et qui du coup cherchent des modèles plus courte durée et du coup ça affecte notre business model. Donc ça c'est un des exemples. J'imagine que côté Le Bon Coin ou FTV, vous avez d'autres éléments. D'autres caractéristiques de cette génération ? Oui, alors je rejoins forcément ce que dit Renaud. C'est pas tant une question de génération que d'usage. En fait, la télé, l'usage de la télé a complètement changé. Avant, on se mettait dans un canapé et on allumait sa télé et on regardait ce qu'il y avait à la télé, donc ce qu'on nous proposait. Et puis après, si tu avais raté ton émission, c'était mort. Ensuite, il y a eu le replay. Et donc là, c'est une révolution de la télé. J'ai pas pu voir ce qu'il y avait en direct, donc je peux regarder en replay. Et aujourd'hui, c'est même plus une question de replay, c'est je veux pouvoir regarder ce que moi j'ai envie, ce dont j'ai envie, et pas ce qu'on me pousse. Et en ça, du coup, ce sont ces standards qui ont changé dans l'usage et la consommation de la télé. Et donc forcément, la nouvelle génération baigne déjà dans ces standards, et donc on ne peut plus revenir à un ancien modèle. Et donc c'est plutôt ça, pour moi, qui est important, c'est pas trop une question de génération. Nous, ce qu'on constate, c'est exactement ça, c'est qu'on a une génération de nouveaux utilisateurs, nouvelles utilisatrices qui est baignée dans un environnement qui est aussi touché par d'autres marques et du coup qui a de nouvelles attentes. Si on prend un exemple concret côté Le Bon Coin, avant c'était un site de ce qu'on appelait du classify, donc c'était un système de petites annonces. Maintenant, les jeunes sont confrontés à des marketplaces. Donc on n'est plus du tout sur je vais checker une liste et je vais envoyer un message et attendre que quelqu'un me réponde. On est dans une instantanéité, dans une demande d'achat immédiat. Et du coup, ça nous a aussi poussé à réfléchir à notre switch. Donc depuis
quelques années, nous sommes une marketplace et on est d'ailleurs rentré dans le top 10 des e-commerçants en français en moins de 2 ans. Bravo. Et ça a complètement changé en fait, notre façon de concevoir à la fois le produit, les usages, les impacts et cette génération-là. Sans parler d'âge, sans parler de contexte social ou économique, elle est baignée dans un écosystème qui influe sur ses usages. Et nous, on doit prendre en compte ces usages-là pour pouvoir les réintégrer et continuer à lui plaire. Donc, sachant que c'est toujours ce qu'on appelle la golden target des publicitaires, parce que si vous avez les jeunes, une fois que vous arrivez à les faire rentrer sur votre écosystème, en fait, ils reviennent. Donc, on est toujours obligé de se renouveler pour continuer à répondre aux usages qu'ils connaissent par ailleurs. Il y a un autre élément moi, que je trouve intéressant et auquel je pense quand je t'entends parler, c'est un élément de valeur, des valeurs très fortes. En tout cas, nous, ce qu'on ressent, c'est que la valeur, et du coup la relation au travail, la relation à l'entreprise est affectée par exemple, l'économie circulaire, pour Le Bon Coin. Chez Mythique, par exemple, c'est la fluidité de genre. Qui sont des questions qui ne se posaient pas ou se posaient moins il y a probablement 20 ans, sachant que Mythique a 21 ans. Donc factuellement, c'est des questions qui se posaient beaucoup moins quand on voit la structure du produit et qui maintenant sont une évidence. Ça paraît évident, en tout cas pour une certaine partie de la population, que on peut avoir une orientation sexuelle qui soit diverse et variée, que c'est fluide, qu'il y a différents types de genres, qu'on peut être non-binaire, même dans des applications de dating. Et du coup, ça, il faut absolument qu'on l'intègre. Et donc, ces valeurs, moi, je trouve que c'est fondamentalement peut-être que l'élément le plus important, en tout cas pour les entreprises, c'est comment je me positionne moi par rapport à ces valeurs. Comment je me positionne par rapport au développement durable, comment je me positionne en l'occurrence pour Mythique sur l'orientation sexuelle ou la diversité de genre, etc. etc. Toute l'inclusivité de manière générale, c'est des sujets qui sont effectivement pour lesquels les plus jeunes sont beaucoup plus sensibles nativement que le sont les générations d'avant, les gens nés avant. Vous avez évoqué quelque chose d'intéressant, c'est le côté une sorte de génération qui est un peu experte dans l'usage, c'est-à-dire qui maîtrise les codes parfaitement, mais malgré tout, on voit que c'est souvent une génération qui, techniquement, maîtrise moins comment ça marche derrière, ce qui est un peu paradoxal. On peut faire un peu, je pense, l'opposition par rapport à notre génération qui a dû un peu passer par l'étape technique pour maîtriser les outils parce qu'ils étaient naissants. Est-ce que vous voyez ça comme un frein à un moment dans la maîtrise ? On le voit plutôt, nous, comme une opportunité. Ça veut dire que d'un point de vue produit, il faut que l'usage soit le plus simple possible, que la technique ne transparaisse plus, que ça soit un outil au service du produit. Et c'est ce qu'on voit en fait maintenant, même dans les organisations produits, on est en binomage complet product et tech. En fait, on pense plus tech for tech ou product for product. On pense vraiment ensemble pour que l'expérience soit la plus fluide possible. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité à la fois pour les organisations qui ont dû s'adapter à ces besoins-là. C'est clairement un challenge pour toutes les personnes du produit parce qu'elles doivent construire quelque chose qui est complètement simple et intuitif. Et qui doit parler à tout le monde. Enfin, quand je repense au Bon Coin, on parle à ma grand-mère, à ma mère et à mon petit frère. Donc, on est vraiment, on doit avoir un produit qui soit le plus inclusif et le plus simple pour toute typologie. Donc, c'est vraiment pour nous. En tout cas, on le voit vraiment comme une opportunité. Par contre, ça pousse à sortir de sa zone de confort en permanence. Ça crée une sorte d'exigence justement sur l'expertise ou la qualité de l'expérience qui est proposée. Là. Ouais, par exemple, nous, on a le sujet sur l'expérience publicitaire, la pression publicitaire, qui est beaucoup moins, on va dire, acceptée par la jeune génération. Mais parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le modèle de financement de France Télévisions, par exemple. Et donc, il faut adapter notre expérience publicitaire et quelque part arrêter ce qu'on faisait historiquement, c'est-à-dire mettre 120 secondes de pré-roll avant chaque vidéo. Et donc ça, c'est aussi un changement culturel dans l'entreprise, de comprendre qu'en fait, on ne peut plus rester sur ce modèle-là parce qu'il y a des nouveaux usages et que si on ne change pas, on va perdre tous nos utilisateurs. Donc c'est double, effectivement, c'est une opportunité produit aussi de changer, vraiment d'aller chercher le changement culturel. Ouais, la même chose chez Mythique. Nous, c'est une population qui est beaucoup plus mobile, alors qu'une grosse partie de l'expertise de Mythique était sur desktop, donc gros ordinateur à une époque. Maintenant, moi, ce que je trouve touchant, c'est quand même de voir mon petit garçon de 5 ans et demi, quand il se dirige vers l'ordinateur et qu'il essaye de swiper les photos de l'ordinateur avec son doigt tout sale sur mon écran.
Mais c'est terriblement touchant et en même temps, je ne sais pas très bien quoi en penser. Je me dis, est-ce que c'est moi qui suis un vieux pour qui c'est important de savoir où est sauvegardé le fichier, la capacité de modifier une extension et télécharger des plugins, ou est-ce qu'en fait on s'en fiche totalement, ton truc il est accessible quelque part dans un nuage et voilà, tu tapes dessus avec tes deux doigts et puis ça s'ouvre et c'est magique. Voilà, je ne sais pas très bien quoi en penser. Et je pense que c'est une vraie question de fond et qu'il n'y aura pas forcément de réponse claire aujourd'hui. Vous avez tous les deux, tous les trois d'ailleurs, dit quelque chose d'intéressant, c'est que cette génération qui arrive, on n'a pas de choix en fait. On est obligé d'essayer de l'acquérir, d'en faire des utilisateurs de nos produits, parce que si on ne les a pas, le produit va mourir petit à petit, ou ça coûtera très cher de le récupérer. Du coup, comment on fait techniquement pour aller chercher cette nouvelle audience qui est souvent très jeune? Est-ce qu'on fait de la discovery spécifique? Est-ce qu'il y a des méthodos? Comment vous avez adressé, vous, ces cibles beaucoup plus jeunes? C'est toujours une vraie question, parce que vous avez toujours cette légende, peu importe, dans toutes les entreprises par lesquelles je suis passée, il y avait toujours cette obsession, il faut garder la cible jeune captive. Et en fait, quand vous regardez vos datas, de façon hyper pragmatique, la cible est déjà chez nous. Donc, c'est effectivement... si on travaille chez un SFR, chez un Mythique, dans des boîtes où il y a une tarification, il y a plein de politiques de prix jeunes qui peuvent aider autour de ça. Il y a une expérience peut-être plus mobile et moins publicitaire. Mais en tout cas, chez Le Bon Coin, la question se pose moins parce que l'audience, on l'a. Elle fait partie du persona qu'on traite, mais on la traite au même niveau que tous les autres. Parce que le risque était de discriminer une partie de nos personas qui... C'est notre challenge, c'est d'avoir un produit qui réponde à l'exigence de toutes nos cibles. Donc, qu'elles soient particuliers, professionnels et de quasiment 7 à 77 ans. Donc, nous, on le prend sous un angle c'est une cible comme les autres. Il y aura forcément des traitements à un moment ou à un autre. Enfin, notre audience est à 80% mobile, donc on les traite par le biais du canal qu'ils utilisent le plus, mais c'est un persona comme les autres aujourd'hui dans notre audience. Et on voit que ça fonctionne, puisqu'ils viennent acheter leur premier scooter, ils viennent meubler leur premier appartement. Et donc vous avez un persona qui cible un peu ces nouveaux utilisateurs. Vraiment, mais ce n'est pas l'obsession d'aller l'acquérir. Il fait partie de la cible. D'accord. Si je peux rebondir sur ce que disait Romaïssa, parce que tu pointais du doigt un truc assez intéressant qui est de dire... Ces personnes, elles n'ont pas forcément les codes. Et je pense Le Bon Coin, mais aussi Mythique. Mythique, on a une plateforme à destination des personnes de plus de 50 ans. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas forcément les codes ni du dating en ligne, ni du digital. Et fondamentalement, notre obsession au produit, c'est quand même de fournir une expérience simple, le plus simple possible. Et théoriquement, si ça marche pour une personne de plus de 50 ans, moi, ce que je raconte, c'est que ça marchera pour tout le monde. Et de la même façon, si ça marche pour des jeunes, théoriquement, ça devrait marcher pour tout le monde. Par contre, c'est vrai qu'il y a des éléments sur lesquels on peut travailler qui peuvent être spécifiques. Je pense par exemple au tone of voice. C'est sûr que ma mère, par exemple, qui a 70 ans... Tu peux expliquer ce qu'est le tone of voice? Ah oui, pardon. Le tone of voice, c'est ce que vous voyez écrit dans vos applications. C'est vraiment le texte et c'est la façon dont il y a un peu de marque, de ton, ou pas du tout d'ailleurs, mais c'est la réflexion autour de ce que vous lisez quand vous utilisez une application. Et donc, ma mère, si je lui dis bien ou quoi en premier message d'introduction, elle ne va pas forcément avoir la référence. Je pense qu'une population plus jeune, quand elle reçoit un email en disant bien ou quoi, virgule, elle peut soit le prendre personnellement comme quelque chose de positif, je relate, soit au contraire se dire mais qu'est-ce que c'est que cette marque qui se prend pour une jeune alors que c'est pas une jeune. Donc voilà, nous, en tout cas chez Mythique, on n'a pas de persona jeune. Et on a la croyance de se dire si ça marche pour tout le monde, si ça marche pour des personnes de plus de 50 ans, ça sera clair et fonctionnel pour des personnes plus jeunes. Par contre, les questions que ça pose, c'est sur l'acquisition. C'est pour faire venir cette population-là, c'est sûr que ce ne sont pas les mêmes canaux. Par exemple, une personne jeune chez Mythique ne va pas lire Femme Actuelle, qui est plutôt à destination des plus de 50 ans. Par contre, il faut faire du contenu sur TikTok, du branded content, essayer de faire de la brandformance, enfin essayer de trouver d'autres médias, d'autres moyens d'adresser cette audience et de la faire venir sur notre plateforme. Et je pense que ça se joue plutôt là, en fait. Mais c'est vrai, du coup, à tout niveau, parce que comme tu dis que vous êtes une plateforme spécialisée pour les plus de 50 ans, en fait, les plus de 50 ans d'il y a 20 ans sont pas les mêmes que ceux que vous acquérissez ou que vous acquérissez. Ouais, c'est assez vrai. Alors, juste pour préciser, on a une plateforme pour les plus de 50 ans, on a aussi une plateforme pour les 35-50. Donc, voilà, mais les canaux d'acquisition, en tout cas, sont très spécifiques à la différence de l'expérience. Je pense que la majeure partie des produits peuvent s'accorder comme ça. Ouais, nous, on a fait un petit peu ça, mais une stratégie un peu différente, c'est-à-dire que, et Romaïssa le disait très bien, pour toute entreprise, l'enjeu, c'est de toucher le plus tôt possible pour qu'ensuite, il y a un vrai lien qui se crée avec la marque.
Et donc nous, on commence dès le plus jeune âge. On a sorti un produit qui s'appelle Oku, à destination des enfants 3-12 ans, avec des dessins animés où on espère vraiment estampiller service public, très différenciant de ce qu'on peut trouver sur un YouTube Kids par exemple, et d'amener, en fait, de toucher dès le plus jeune âge, et ensuite d'avoir un autre produit qui, par exemple, s'appelle Lumni, qui est notre plateforme éducative, où comme ça, en fait, le service public touche tout le monde, non seulement touche toutes les cibles, mais aussi suit le quotidien de chaque personne lorsqu'elle grandit. Après, le temps nous dira si c'est une bonne stratégie ou pas. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait aujourd'hui. Il y a une question dans le chat. Ici Gaëtan et Elena, si on construit pour les jeunes, entre guillemets, est-ce qu'on ne perd pas nos seniors et donc on amplifie la fracture numérique déjà présente? Mais c'est une excellente question. Enfin, on en avait parlé lors de la préparation de ce talk, la fracture numérique, c'était un vrai sujet. Après, je ne pense pas que le choc soit uniquement jeune-vieux. Il est plus large que ça, en fait. On a aujourd'hui ce que décrivait Renaud est très juste. Est-ce que son fils est en fracture numérique parce qu'il ne sait pas utiliser un PC? Mais en réalité, enfin, vous pouvez être en fracture numérique parce que vous n'avez pas la possibilité d'accéder à Internet, à la fibre, et vous n'avez pas eu la possibilité d'apprendre à utiliser tous ces instruments-là. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de plus large. En revanche, je pense qu'en tant que personnes qui bossons dans la tech, sur des produits à destination du grand public, on a une responsabilité d'avoir des produits inclusifs et qui permettent un usage hyper simple. Donc typiquement, pas avoir un produit où il faut être en 5G pour pouvoir l'utiliser sur son mobile. Parce qu'il y a certaines zones en France où on a encore de la 3G. Et c'est vraiment toute cette réflexion moi, je l'ai prise vraiment ça a été une onde de choc quand vous arrivez chez Le Bon Coin, vous regardez vos stats. En fait, il faut prendre en compte tous ces use cases-là parce que vous touchez tout le monde. Ouais, je pense que oui et non pour la question. C'est-à-dire que je crois qu'une marque jeune qui veut paraître jeune et qui se positionne comme étant jeune, effectivement, elle peut se couper d'une population plus âgée. Par contre, je le redis, un produit qui marche pour les jeunes et qui marche pour tout le monde, en fait, marchera pour tout le monde. Et donc, je pense qu'il faut différencier, et c'est pour ça que je prenais l'exemple du tone of voice, ou donc ces contenus écrits, parce que ça, c'est quand même des marqueurs, des éléments de marque qu'on retrouve dans l'expérience. Donc c'est pour ça que je différencierais la marque qui veut être jeune, et effectivement, des marques qui veulent être jeunes, elles se coupent. Je ne suis pas sûr que ma mère, à nouveau, connaisse Twitch et même soit en adéquation avec cette marque. Et c'est plutôt une marque pour moi, pour les jeunes. Par contre, le produit, si on le fait bien, normalement, il fonctionne pour tout le monde. Ouais, on a exactement la même problématique sur l'accessibilité. Il y a eu une croyance, en tout cas chez France Télé, de dire qu'il faut sortir un produit spécifique pour les personnes en situation de handicap parce que l'usage est différent, parce que machin, tout ça. Alors que la réalité, c'est qu'en fait, l'accessibilité te permet de simplifier ton expérience et du coup, elle est simple pour tout le monde. Donc ce travail-là, finalement, c'est pas une contrainte, c'est plutôt, encore une fois, une opportunité. Puis faire une appli dédiée, c'est pas très inclusif pour le coup. C'est en plus, voilà. Ok. Je ne sais pas s'il y a une question dans le chat, mais en tout cas, j'en avais une en attendant. On voit aussi cette génération qui arrive dans les entreprises depuis quelques années, si on prend ceux qui sont de 95, c'est des gens qui ont 27 ans aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu des changements de comportement, d'appréhension de la vie en entreprise sur ces plus jeunes générations qui sont arrivées récemment? Alors moi, je réponds tout de suite. Quart de tour. Non, parce que je ne crois pas à les jeunes, ils sont comme ça, et les vieux, ils sont comme ça. Et je crois, et je parle un peu de mon expérience personnelle, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes et de moins jeunes. En fait, je pense que quand on est jeune et qu'on découvre le monde de l'entreprise, on le questionne. Et je pense que c'est hyper sain de le questionner. Et c'est sain de questionner les dynamiques managériales, les dynamiques de progression, les dynamiques de rémunération, entre autres. Et donc ça, c'est tous les jeunes. Moi, quand j'étais jeune, c'est ce que je questionnais aussi. J'étais mais comment ça, je suis pas CPO au bout de 2 ans, et je croyais que j'étais le meilleur du monde. Et puis au bout de 10 ans, on se rend compte que quand même, on n'est pas si le meilleur du monde. Il y en a quand même beaucoup qui sont bien meilleurs. Et puis que c'est normal de pas devenir CPO au bout de 2 ans. Et puis c'est normal de pas être payé de manière indécente au bout de 2 ans. Donc je pense que c'est plutôt l'entrée sur le marché du travail où on questionne, et c'est normal, on découvre, enfin c'est un nouvel univers quand on rentre sur ce marché-là, plutôt que des générations qui seraient hostiles, parce que le sous-entendu, c'est un peu une génération qui ne veut pas beaucoup travailler, et puis qui a beaucoup d'exigences, etc. Bon, comme tous les jeunes en fait. Vous rejoignez Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Je pense qu'on a tous eu cette expérience-là et on a découvert un nouveau monde et du coup forcément on l'a questionné, on l'a challengé et
Oui, enfin, le gap jeune-vieux a toujours existé. En fait, on est le vieux de quelqu'un et le jeune de quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, on aura toujours quelqu'un qui va dire « Ah non, mais la génération qui a 30 ans maintenant, moi, à leur époque, j'avais 6 enfants. » Oui, et puis on travaillait beaucoup et on s'impliquait pour l'entreprise. Oui, Et ils changent beaucoup d'entreprises. Voilà. Alors, enfin, je pense qu'on aura toujours ce gap-là parce qu'on est différent. Et c'est normal qu'on soit différent. Je suis sûr que les médias et plein de chercheurs ont déjà donné un nom aux prochaines générations. Je crois que j'en ai lu un, Zoomer, et je ne sais plus si c'est un synonyme de génération Z ou je ne sais plus. Mais voilà, je suis sûr qu'il y aura des nouveaux noms pour raconter globalement la même chose. C'est ce que vous dites, c'est qu'on se reposera les mêmes questions et on aura les mêmes débats. Après, il y a peut-être des changements dans l'usage à nouveau. Je me pose la question de la porosité des outils numériques. Je me dis qu'il y a peut-être une époque où le numérique restait au travail. Il y avait l'ordinateur au travail et puis à la maison, on n'avait pas le téléphone portable qui nous permettait d'être connectés au travail en permanence. Bon, il y a peut-être des éléments un peu différenciants, mais à nouveau, je ne suis pas sûr que ça soit une question de génération. Moi-même, nous tous, on a un téléphone portable et nous tous, on regarde probablement un peu trop le travail à la maison. Et voilà, donc j'y crois pas. Très clair. Et malgré tout, dans les dernières années, est-ce que vous avez vu apparaître des usages que vous n'aviez pas du tout anticipés par un usage nouveau des produits que vous aviez, des détournements, des choses comme ça? Je réfléchis tout haut. Comme ça, j'ai pas d'exemple qui me viennent sur un truc qu'on n'aurait pas anticipé, non. Je pense qu'il y a certaines boîtes qui n'ont pas anticipé le mobile, mais c'est dommage. On en connaît. J'espère que c'est à plus de 2-3 ans quand même. Mais... Non, je pense que en fait, on a quand même pas mal de... La tendance ne se fait pas d'un coup. Il y a des marques qui ont disparu parce que la tendance... ils n'ont pas pris le bon virage. On va prendre un BlackBerry, un Nokia et l'impact du smartphone. Mais on le voyait venir, en fait. À l'époque, j'étais dans les telcos et on voyait qu'il y avait des nouveaux usages. On faisait plus de SMS. On commençait à avoir tous soit du BBL à l'époque de BlackBerry. Après le BBL, il y a eu l'iPhone. Et en fait, il y a des points de rupture comme ça. Mais les marques les anticipent. Et maintenant, quand on voit notre cycle, notre capacité à répondre à tous les changements, moi, je me dis qu'on est... Il y a toujours des choses qui vont arriver qu'on ne pourra pas anticiper, mais on a une capacité aujourd'hui, si on prend l'exemple de la tech et du produit, à être hyper agile et à pouvoir répondre à des choses et à des switches. On a été habitué. Quand Apple change un certain nombre d'éléments, on est habitué à répondre hyper rapidement. Donc, je ne dis pas qu'on ne sera pas surpris, mais je dis juste qu'aujourd'hui, on est moins dans la réaction. On est moins dans la surprise. Parce qu'on a été habitué à avoir des changements très très rapides. Puis on fait plus de veille, je pense aussi, sur ces choses-là. Après, il y a peut-être un élément, nous justement, tu parlais du mobile, Romaïssa, on s'est dit, ok, maintenant, mobile first et tout ça, la consommation des jeunes, ça va être de regarder la télé sur leur mobile. En réalité, aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes, ils regardent la télé. C'est-à-dire, une croyance qui est de dire les jeunes ne regarderont jamais la télé, elle est fausse. On le voit, c'est simplement que c'est différent. Ils ne regardent plus la télé sur les chaînes linéaires France 2, France 3, mais ils lancent une application connectée pour regarder la télé. Mais le device, l'usage est le même. Et en ça, je pense que on reprend petit à petit, en tout cas chez France Télé, la stratégie de dire il faut investir sur l'écran télé. Qu'on avait par ailleurs un peu oublié en se disant que le mobile c'est l'avenir. Donc voilà, on fait un petit je sais pas si c'est dans le thème, mais en tout cas c'est. Si, c'est. C'est hyper rigolo. Non, c'est trop marrant. Juste, moi, je trouve qu'on est devenu de plus en plus bon, meilleur à essayer d'identifier les nouvelles tendances. Et ce que je trouve assez charmant, touchant, et ce qui fait la magie de notre métier, c'est qu'on essaye d'identifier des nouvelles tendances, de se caler dessus, on anticipe des changements, et en fait, la plupart du temps, il y a un détournement. Et je trouve que ton exemple, Anso, est hyper frappant de la capacité à se projeter avec un point de vue, et que en fait, l'usage change. Et le deuxième truc que je voulais dire, c'est, il y a trois trucs. Le deuxième truc qui est, pour moi, c'est cyclique. Et quand même, il y a ça, on concentre, on sépare, on reconcentre, ça se split, c'est des petits formats, c'est des longs formats, etc. Donc il y a quand même un truc cyclique assez intéressant à voir au bout d'un moment. Et la troisième chose, bien sûr, je l'ai oublié. Tant pis. C'est dommage, j'aurais fait une bonne conclusion quand même. Ouais, je suis navré. C'est cyclique. Mais en même temps, je viens de voir l'heure changer, il est 16h40, on est censé rendre l'antenne. Je crois qu'on peut conclure en disant qu'on est
tous d'accord sur le fait voilà, que cette génération n'existe pas en tant que telle, qu'il y a des changements perpétuellement, et c'est ce qui fait un peu le sel de notre métier, de rester en veille et de savoir réagir et anticiper autant que possible tous ces changements, et c'est ce qui nous force à innover au quotidien. Voilà, j'ai fait l'ambassadeur de la table pour conclure. Totalement. Je me suis pris cette liberté. Voilà. Ça a été ? Ouais, parfait. Très bien. Merci beaucoup. Eh bien, on va conclure. Merci pour cette participation. Qu'est-ce qui vous attend en ligne ? Il vous attend une nouvelle table ronde. Un produit qui fonctionne en no-code, rêve ou réalité. Vous retrouverez Marcel à l'animation. Et avant cela, vous retrouvez à nouveau Marcel dans une petite vidéo sur la gestion du stress. Merci à tous et à tout de suite. Merci. Merci.